Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer dans les studios de Canal Sud 92.2. Une émission mensuelle portée par l'association Tilt basée à Toulouse pour parler culture et parler queer. Pendant 1h30, cette émission sera l'occasion de décortiquer l'actualité, questionner nos préjugés et aborder des sujets épineux souvent laissés de côté. On y parlera d'initiatives locales et de militantisme, de violences conjugales, de racisme systémique et de privilèges blancs, de riposte féministe et de justice restaurative, d'intégration et de call-out dans les milieux queer, de violence et d'autodéfense médicale. De tous les sujets qui nous hérissent le poil ou qui nous font vibrer. Une émission située sous le prisme féministe et queer. Un espace pour donner la parole aux personnes concernées et aux professionnels travaillant dans ces domaines. En bref, de l'actualité, des tabous, de l'humour, des invités, des chroniques et de la musique. Animée avec douceur, radicalité et ressources. L'émission d'aujourd'hui est dédiée à comprendre le privilège blanc, ses impacts et les inégalités qui en découlent. On parlera de suprématie blanche et de ses effets sur les personnes non blanches et de comment le système blanc s'installe très concrètement dans nos quotidiens. On filera aussi des billes sur comment être un ou une alliée antiraciste en tant que personne blanche. Dans cette émission, certains sujets sensibles vont être abordés comme le racisme, les violences et les violences policières. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux invités, Lei du collectif Bambaritfa et Christian de l'association Dreams. Bonjour, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Un grand merci à Claire pour son précieux soutien à la régie. On va direct rentrer dans le vif du sujet. Donc Bambaritfa, vous êtes un collectif de féministes décoloniales et antiracistes engagés dans la lutte contre les violences patriarcales et racistes et contre l'extrême droite et la suprématie blanche. Vos actions reposent principalement sur la mixité choisie qui rassemble des personnes racisées, des minorités de genre et des personnes en questionnement de genre. Votre collectif mise également sur la vulgarisation politique pour rendre ces idées accessibles au plus grand nombre. À travers des vidéos pédagogiques publiées sur Insta, vous définissez et expliquez des concepts clés en lien avec vos luttes. Dreams, vous êtes une association à vocation internationale dédiée aux personnes minorisées et ou en rupture sociale. Vous proposez plusieurs actions comme des permanences sociales, des soirées de soutien qui mélangent culture et solidarité, des projections, des performances artistiques, des découvertes de spécialités culinaires afro-caribéennes et plein d'autres activités. Alors, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui vous a amené à créer l'association Dreams et le collectif Bambaritfa ? De quel constat êtes-vous parti ? Bambaritfa, c'est parti d'un concept qui est très simple, c'est que les milieux féministes militants, ils sont presque à exclusivité de personnes blanches. Et en fait, juste dans un espace, les dominants dominent. Du coup, on va se retrouver avec des personnes racisées qui vont beaucoup se censurer, qui vont pas réussir à prendre de la place, et surtout pour lesquels en fait, leurs enjeux antiracistes vont être complètement occultés, ou alors à peine abordés, et souvent par un prisme blanc, donc mal. En fait, on part par une idée d'être un sauveur blanc, ce genre de choses. Et du coup, pour nous, c'était important de créer un espace où on peut vraiment se retrouver déjà entre personnes racisées pour faire un partage de connaissances et de vécu, et aussi pour pouvoir avoir des espaces où en fait, les luttes antiracisme, elles sont prises à leur juste valeur, en fait. Merci pour la présentation de Dreams, assez bien faite. Il faut dire que Dreams est une association, comme vous l'avez si bien dit, à vocation internationale, qui accompagne des personnes minoritaires et ou en rupture sociale. Il faut dire que le constat, la création de Dreams part du constat où nous avons eu le sentiment à un moment donné que les personnes parlaient pour nous à notre place. Et il faut dire que Dreams est une association à vocation internationale dont les missions varient en fonction du continent. Et nous sommes basés dans les pays tels que la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo et la France. Et je suis arrivé en France dans les années 2020 et le constat était que d'autres personnes parlaient à notre place. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le même parcours, et de là, on s'est dit il faudrait qu'on mette en place une association représentée par nous et qui parle par nous. D'où, à Dream, généralement, on ne parle pas de bénéficiaires ou d'usagers, on parle tous de bénévoles, parce que quand une personne arrive, elle est directement ancrée dans le système de bénévolat. On fait de l'accueil du public migrant LGBT, l'évaluation et orientation, l'hébergement solidaire et temporaire, l'accompagnement administratif et juridique,
la sensibilisation des minorités sexuelles par le canal des événements que vous venez de citer. Merci. Alors, avant de commencer, moi c'est Joe. On va poser les bases de notre sujet et donner la définition d'un privilège selon Larousse. Un privilège, c'est un avantage particulier, une faveur qui est accordée à une personne ou à un groupe. Le privilège blanc, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des avantages dont bénéficient les personnes perçues comme blanches, donc je m'inclus dedans, souvent sans même s'en rendre compte. Dans des sociétés qui sont marquées par le racisme structurel, donc la France par exemple, ces avantages, ils sont intégrés dans un système qui renforce les inégalités, et reconnaître ce privilège, c'est une étape essentielle pour lutter contre le racisme. Donc, je vais donner un exemple. Imaginons 2 personnes qui postulent pour un même emploi. Les 2 personnes ont des compétences similaires, mais l'une est blanche et l'autre est racisée. Donc, la personne blanche, elle a plus de chances d'être convoquée à un entretien simplement parce que son nom ou son apparence correspond à ce que l'employeur imagine comme neutre ou familier. Et ça a été attesté et prouvé par une étude qui a été menée par le ministère du Travail, qui indique que lors d'un entretien d'embauche, lors d'une embauche, les candidates perçus comme maghrébins, maghrébines, ils ont 31,5% de chances de moins d'être contactés par les recruteurs et recruteuses. Voilà, c'est attesté, hein, c'est pas du wokisme. T'as pas sorti ça de ton chapeau ? Non, parce qu'en faisant beaucoup de recherches sur le privilège blanc et en écoutant des émissions, souvent moi je m'intéresse à regarder les commentaires, et les gens sont en PLS. Quand on parle de privilège blanc, ça fait beaucoup réveiller des réactions instinctives chez les gens. On parle de victimisation, on parle de wokisme, on en parlera peut-être plus tard. Mais voilà. Donc ça, c'est attesté. Donc moi, je vais vous donner un autre exemple. Ouais, tu voulais réagir ? Oui, je pense que dans nos trigger warning en début d'émission, on aurait dû dire « Attention, les personnes blanches, ça va toucher votre ego très très fort ». Je pense que... Oui, on va parler aussi donc de fragilité blanche. Voilà, c'est ça. Donc un autre exemple de privilège blanc. C'est par exemple avoir une relation différente avec la police. Par exemple, moi je me fais très peu arrêter dans la rue en tant que personne blanche, à part pour les contrôles routiers et encore. Donc toujours selon une étude, et là c'est selon une enquête de défenseurs des droits, un jeune perçu comme noir ou arabe a 20 fois plus de chances d'être contrôlé par la police, et sachant que ces contrôles par la police sont beaucoup plus violents que pour une personne blanche. Voilà, ça va pas être le même. On va pas s'adresser à la personne de la même manière. Le contrôle va être, bien plus musclé. Et ça, les actualités et l'histoire nous le racontent et nous le montrent assez bien. Donc, le privilège blanc, en fait, c'est pas un avantage que les personnes blanches ont demandé, mais c'est un privilège qu'elles possèdent sans même en avoir conscience. Voilà. Et les exemples cités, ils illustrent comment fonctionne le privilège blanc dans des situations quotidiennes comme l'accès à l'emploi, face à la police ou encore à la justice. Donc avant de continuer, moi je voulais vous faire écouter une capsule audio de Estelle Depris qui vient nous parler de blanchité. Parce que pour parler du privilège blanc, je pense que c'est hyper important qu'on aborde la question de la blanchité. Qu'est-ce que c'est en fait d'être blanc ? Parce que souvent c'est ignoré. Il me semblait donc important de poser cette définition. Donc Estelle Depris, c'est une éducatrice et une militante antiraciste qui a écrit un super livre qui s'appelle « Mécanisme des privilèges blancs ». Et elle nous dit ceci à propos de la blanchité. La blanchité, c'est comprendre comment les personnes perçues comme blanches vivent leur situation de domination raciale. C'est de se dire que les personnes perçues comme blanches sont également prises dans des rapports sociaux qui les placent dans une position qui est privilégiée. Attention, la blanchité ne veut pas dire que les races existent d'un point de vue génétique ou biologique. Nous sommes tous humains, nous faisons tous partie du même groupe. Par contre, notre société a créé dans son histoire des catégories qu'elle a définies sous terme de race pour hiérarchiser et diviser les groupes humains afin que les personnes perçues comme blanches puissent accéder et avoir accès à l'ensemble du pouvoir et puissent exploiter les personnes qui étaient vues comme inférieures. Aujourd'hui encore, les personnes blanches sont héritières de cette hiérarchisation et donc les personnes blanches, qu'elles adhèrent ou non à l'idéologie raciste, bénéficient encore des privilèges qui ont été accordés dans notre histoire. Évidemment, ça se fait de manière plus insidieuse. Voilà, alors du coup dans cette capsule audio, Estelle Depris nous explique comment la blanchité offre une position de dominant, de privilégié aux personnes perçues comme blanches.
et que cela vient d'une hiérarchisation des groupes humains en termes de race afin de favoriser les personnes blanches dans la société. Donc maintenant qu'on a expliqué et exploré ce que c'était le privilège blanc, on va s'intéresser aux conséquences qu'il peut avoir, tant pour ceux qui en bénéficient que pour ceux qui en sont privés. Donc le privilège blanc, on a commencé à l'évoquer, c'est d'abord ne pas subir de discrimination dans des domaines comme le logement, l'accès au logement, l'éducation, l'emploi ou la justice. C'est aussi être bien représenté dans les médias, la culture et les postes au pouvoir, ce qui va quand même renforcer la confiance en toi parce que on voit, en fait, il suffit de regarder le gouvernement ou dans des postes d'accès de pouvoir, en fait, des personnes comme blanches, on dit « Ah ok, en fait, cette personne, elle me ressemble, c'est des modèles ». Ou encore dans les médias et notamment dans les films, quand par exemple il y a eu La Petite Sirène et que la petite sirène, elle était noire, moi je me souviens des parents qui filmaient leurs enfants qui étaient racisés, de leur réaction. C'était trop mignon, où elle disait « Oh, elle me ressemble, elle est trop jolie ». Et tu te dis « Waouh !» Donc voilà, c'est important d'avoir des représentations et des représentations de qualité. Donc c'est aussi d'avoir le privilège blanc, c'est aussi avoir un accès plus facile à des réseaux et à des opportunités professionnelles, ce qui aide à réussir socialement, économiquement. Enfin, pour les personnes blanches, la race, on va pas se mentir, elle est souvent invisible. On n'est pas jugé ou limité par notre couleur de peau, contrairement aux personnes racisées. En fait, on ne vient pas constamment nous rappeler le fait qu'on soit blanc. Et comme nous dit l'autrice Peggy McIntosh, c'est comme porter un sac à dos invisible, rempli de ressources et d'avantages, sans même s'en rendre compte. Être blanc, c'est souvent ne pas en avoir conscience de l'être, c'est un privilège ou un avantage que ne connaissent pas les personnes non blanches. Donc je vais me tourner vers vous, et notamment vers Christian de Dreams. Est-ce que tu es familier avec ce terme de privilège blanc ? Oui, évidemment, hein. Évidemment, je vais dire depuis mon pays ou depuis mon continent d'Afrique, on a toujours eu ce sentiment. Vous savez, quand une personne nous avons deux personnes qui arrivent, une personne blanche et une personne noire, qui viennent d'un autre continent, qui arrivent dans notre pays, forcément on cède la place premièrement à la personne blanche. Donc du coup, et même l'accueil est différent. J'ai eu parfois voyagé, l'accueil a été toujours différent. Quand j'arrive avec une personne blanche, il y a toujours cette question. Le regard même, vous le percevez directement, qu'il y a ce privilège qui est donné à la personne blanche. Et même, depuis que je suis arrivé en France, j'ai parfois juste cette carte où il y a des bureaux. Quand j'arrivais, on me faisait la main comme ça. Et au deuxième rendez-vous, je ramenais une personne blanche. L'accueil était waouh. Donc du coup, ouais, j'ai déjà remarqué plusieurs fois. Oui, en fait, un privilège, ça se construit en opposition avec une discrimination. Donc le concept, c'est que les Blancs sont privilégiés face aux personnes racisées qui ne le sont pas. Et du coup, en tant que personne racisée, les discriminations raciales, on les vit tous les jours, au quotidien. Et du coup, au quotidien, en même temps qu'on les vit, on voit que les Blancs ne les vivent pas. Du coup, oui, forcément, on est familier avec le concept du privilège blanc. Après, on ne connaît pas forcément le terme. On est beaucoup à savoir que ça existe, à le remarquer, mais à pas forcément savoir que ça s'appelle le privilège blanc. Parce que c'est un langage qui est très universitaire, en fait, et qui souvent est pas connu. Et surtout, c'est un terme qui est médiatisé par les médias antiracistes qui sont moins exposés, dont les recherches vont être moins exposées, etc. Et du coup, c'est des termes qui nous arrivent moins, je trouve, à l'oreille. J'avais une question et vous avez commencé à y répondre. C'est justement comment ce privilège blanc se manifeste et il s'inscrit dans les contextes où vous intervenez, notamment à Dreams, auprès des personnes minorisées en rupture sociale que vous accompagnez. Il faut dire qu'elles sont de plus en plus, parfois elles sont subtiles, hein. On les remarque pas, c'est beaucoup plus dans les faits, les gestes, et parfois quand c'est encore plus, les personnes osent même vous le dire, quoi. Vous savez, nous on fait l'accompagnement de personnes minoritaires et ou en rupture sociale, du coup on accueille tout un public. Et le premier objectif de Dream, c'est accueil, évaluation et si possibilité, orientation. Parce qu'il faut dire qu'on accompagne un public typiquement africain. Et du coup, on reçoit tout public. Et quand on a des personnes blanches qui arrivent, là, on est censé les orienter. Mais vous avez le sentiment parfois quand ces personnes arrivent dans le bureau et qu'elles trouvent que de l'autre côté, elle a affaire à une personne noire avec une tour de cheveux comme la mienne. Directement, le regard, wow, où je suis, donc du coup. Et là, parfois, c'est où on pose un peu le cadre, question d'essayer d'expliquer la personne. Et parfois, vous avez des personnes qui disent, non, c'est pas ici que je venais au fait. Du coup, sans fait, on vous dit carrément que non, désolé, au fait, j'ai confondu. Non, c'est ici au fait. Parce qu'au fait, il faut dire qu'à Dreams, on fait des permanences
spontané et sur rendez-vous. Donc du coup, déjà à l'accueil, on dit à une personne qui arrive, du coup, quand la personne arrive, quand elle pense ne pas être au bon endroit, on le rappelle, non, effectivement, c'est ici, puis c'est avec moi que tu as rendez-vous. Et même parfois, parce que comme on a si bien dit, on fait de l'orientation. Parfois, quand on reçoit ces personnes, qu'on doit les orienter, soit à la base, soit sur les travailleurs sociaux et tout, quand vous avez la personne au téléphone et qu'elle entend un peu l'accent, vous sentez un truc. Parfois, on joue dessus aussi, on passe le téléphone à quelqu'un qui a plus un accent. Vous comprenez quoi, donc du coup parfois l'accueil n'est pas toujours le même quoi, donc du coup on le disait tout à l'heure, ouais, parfois même ces personnes ne s'en rendent plus compte au fait de leur réaction de privilèges, et parfois ça devient tellement monotone qu'ils réagissent même sans toutefois s'en rendre compte. Donc pour répondre à la question, oui, c'est ainsi on le vit le jour dans notre accompagnement, ouais. À Bambarilfa, tu as commencé justement à l'expliquer au tout début de l'émission. Du coup, comment le privilège blanc se fait-il sentir dans les groupes féministes ou les environnements que vous côtoyez ? Franchement, de plein de façons différentes. Je pense que la première, c'est le privilège d'ignorer les luttes antirracistes, le privilège de pas les faire peser de manière aussi prioritaire que les autres luttes, alors que les personnes racisées, avec les personnes trans, c'est les personnes qui sont les plus ciblées par le fascisme. C'est les personnes qui me prennent en premier tarif en fait quand l'extrême droite arrive au pouvoir. Et voilà, c'est pour ça que c'est important de le prendre de manière aussi prioritaire et que, en tant que personne racisée, on n'a pas le privilège d'ignorer cette information-là et de plutôt se concentrer sur les problématiques des féministes blanches. Il y a aussi évidemment le rapport à la police et à la justice. Quand on est dans un milieu féministe radical, on peut on peut faire face à la police, que ce soit dans les manifestations ou au système judiciaire, s'il y a des petits méfaits qui sont faits, donc comme des collages, des graphes, etc. Et en fait, on n'a pas du tout le même traitement que les personnes blanches dans ces cas-là. Et du coup, on n'a pas du tout les mêmes possibilités d'action, on n'a pas du tout le même accompagnement, et surtout, on a beaucoup plus peur. Et du coup, il y a un stress qui est monumental. Moi, je vois par exemple mes amis blancs pour lesquels les manifs, c'est le meilleur moment de l'année, c'est de la danse, c'est de la joie. Les personnes racisées, on est en stress tout du long, en fait. Et c'est juste pour nous un rappel que, franchement, être dans l'espace public, ça fait peur. Il y a plein d'autres choses. Je pense aussi au privilège de la crédibilité blanche et au fait de s'énerver. C'est des milieux où quand même on parle de notre colère, de ce qui nous touche. Et en tant que personne racisée, quand on s'énerve, on est toujours vu comme dangereuse, comme hystérique, encore plus que les femmes blanches. Déjà que c'est le cas pour les femmes. Et du coup, il y a cette capacité-là en fait d'être vocale, de prendre de la place, sans que ça nous décrédibilise. Une personne blanche qui prend de la place, on va penser qu'elle est badass, qu'elle sait plein de choses. Une personne racisée qui prend de la place, elle va juste être en colère et dérangeante. Il y a aussi évidemment la solidarité blanche. On le sait quand il y a des conflits dans des collectifs, c'est souvent la personne la plus marginalisée qui va devoir partir, qui va pas être crue, et ça peut souvent être des personnes racisées. Merci. Le privilège blanc, vous avez compris, c'est un résultat, et notamment le résultat de la suprématie blanche. Alors, parlons de la suprématie blanche. Tout de suite, on peut penser au mouvement suprémaciste aux États-Unis, mais on va se décaler un peu, notamment de cette définition et cette vision à quoi on peut se raccrocher. Et notamment, la suprématie blanche, c'est un synonyme de racisme systémique. C'est un système qui place les intérêts des personnes blanches et leur accès aux ressources en haut de la pyramide sociale. En fait, c'est un système qui va valoriser la culture, l'histoire et la façon de vivre, notamment blanche, au détriment de celle des autres. En d'autres termes, la suprématie blanche, c'est le moteur et le privilège blanc, c'en est la conséquence. Donc, le privilège blanc, c'est quelque chose qui a des impacts très concrets sur la vie des personnes non blanches, comme on a pu l'entendre, et ce privilège avantage celles et ceux qui en bénéficient, mais en même temps, il discrimine celles et ceux qui n'en profitent pas. Là, il t'en parlait tout à l'heure. Donc, il y a vraiment une interconnexion entre privilège et discrimination. Comment ça se traduit ? Déjà par la visibilisation des personnes blanches, on peut dire de la survisibilisation des personnes blanches, notamment dans les médias. Si on regarde notre histoire, dans nos médias, pendant longtemps, on a toujours mis en avant un modèle blanc, et encore aujourd'hui. Et les personnes racisées, elles sont réduites, ou elles étaient réduites souvent à des clichés, à des stéréotypes, ou même parfois, voire carrément effacer des œuvres ou blanchies. Voilà, que ce soit dans les films, les séries ou les livres. Et ça, on a plein d'exemples.
La dernière fois, on en parlait, je ne sais pas si c'était avec toi, Amy, on parlait du Roi Lion, notamment des hyènes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des hyènes dans le Roi Lion. Et leurs voix sont interprétées par des personnes, je crois, qui sont issues de la communauté hispanique ou afro-américaine. Et en fait, c'est aussi de véhiculer des clichés, des stéréotypes déjà dès l'enfance, racistes, pour en fait, parce que en fait, les hyènes dans le Roi Lion, elles sont débiles, hein, on va pas se mentir. Je repensais à un film d'animation japonaise qui a été réadapté il n'y a pas longtemps au cinéma. Et l'actrice principale, c'est Scarlett Johansson. Alors qu'en fait, c'est un personnage japonais. Donc voilà, c'est des exemples où en fait, on va blanchir. On va prendre une personne blanche pour interpréter une personne racisée. Et du coup, ôter la possibilité de visibilisation ou de représentation. Ça, c'est un exemple typique de blanchiment. Donc aujourd'hui, ça commence à changer, mais il y a quand même un long passé qui pèse encore et certaines œuvres continuent de perpétuer ces caricatures. On va écouter une capsule sonore qui illustre notamment ce lien entre privilège et discrimination. Je peux faire mes courses, seule, la plupart du temps, en étant à peu près sûre que je ne vais pas être suivie ou harcelée. Quand on me parle de notre civilisation, on sous-entend que ce sont les gens de la même couleur que moi qui l'ont bâtie. On ne me demande jamais de parler au nom de toutes les personnes de mon groupe racial. Je peux critiquer notre gouvernement et dire que je redoute sa politique et ses décisions sans être considérée comme une étrangère. Je peux choisir du fond de teint ou des pansements de couleur chair qui correspondent plus ou moins à ma couleur de peau. Dans cette capsule sonore, Estelle Depris nous lit un bout de la liste des privilèges écrite par la chercheuse Peggy McIntosh, américaine, antiraciste militante, qui met en lumière le lien entre privilèges et discrimination. Sur les discriminations et privilèges qui ont été évoqués, qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y en a certains sur lesquels vous avez envie de partager ou de réagir ? Je pense que ça me fait penser, quand elle a parlé de je peux trouver du fond de teint très facilement. Moi, ça me fait penser. En fait, en préparant cette émission-là, je me suis rappelé qu'en grandissant, quand on parlait, à l'époque, on mettait des collants et on parlait des collants chair. Et pour moi, dans ma tête, chair, c'était beige. Et je pense que j'étais jeune, quoi. Mais du coup, de plus tard comprendre que chair, ça voulait dire peau. Et que du coup, en fait, pour la norme, c'était la peau beige. La peau des personnes blanches, du coup. Moi, c'est vraiment ça. J'ai pensé à ça en préparant l'émission. Et je me suis dit, waouh, on est vraiment dans une construction sociale où le blanc, la personne blanche, sont la norme. C'est cet universalisme-là. Et ce que tu disais tout à l'heure, Christian, c'est que, tu vois, quand une personne rentre dans un bureau et que voit une personne noire derrière, se dit « Ah bah non, j'ai dû me tromper d'endroit ». Enfin, je veux dire, là, il y a une vraie manifestation de cette suprématie blanche. On en parlera tout à l'heure, mais c'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un en la rencontrant ou en la croisant, c'est sa couleur de peau, bien même avant le genre. Et du coup, ça a avec tout un panel de stéréotypes, de préjugés et du coup de discrimination envers ces personnes-là. Ouais, je te rejoins un peu sur cette question. Là, je viens juste de me rappeler, tout petit, là, quand on était encore tout petit, quand je jouais, quand il fallait montrer à une personne qu'on est qu'on a une position supérieure à l'autre, on disait, moi je suis un blanc, hein. Moi, c'est ça. En fait, on a grandi, ça je viens de me rappeler là, chaque fois, quand on grandissait là, quand il fallait montrer à ton camarade, n'oublie pas que moi je suis un blanc. Donc du coup, une fois qu'on le disait, celui en face comprend le fait que je suis un grand, il est plus grand, il est supérieur, moi, du coup, ouais. Et la question qui se pose jusqu'aujourd'hui, avec cette émission, c'est comment débloquer cette mentalité dans le cerveau des jeunes, des plus jeunes, quoi. Est-ce que cela est encore présent? Moi, aujourd'hui, non, je dirais non pour moi personnellement, mais je me pose la question pour les jeunes frères, quoi. Est-ce qu'ils sont encore dans cette mentalité de se dire, au fait, l'original vient du blanc? C'est-à-dire, on fabrique deux produits, le produit qui est fabriqué localement et le produit qui vient de l'autre côté est parfois, et pour la plupart du temps, plus apprécié que celui-même fait localement. Pourtant, non, je dirais bien non. Mais c'est aussi cette question de suprématie qui a été intégrée, historiquement parlant, parce que je ne vais pas dire dès le bas là, c'est vraiment historique que cela a été instauré. C'est vraiment la question de comment faire c'est aussi ça avec Dream, se dire comment
changer ses mentalités, de s'accepter, d'être conscient des réalités que nous vivons, au fait de ne pas toujours vouloir voir que l'autre est plus supérieur ou que la race blanche est supérieure à nous. Et je pense que ça me fait penser aussi au discours de Doechii. Bon, du coup, ça reste quand même une personne qui a atteint une rappeuse qui a eu un Emmy Award il n'y a pas longtemps du meilleur album de rap de l'année. Mais qui a fait un discours hyper inspirant où elle parle, en fait, elle s'adresse aux jeunes noirs et de leur donner du pouvoir aussi en disant que... de prendre confiance en elle, et c'est bien sûr dit comme ça, ça paraît facile, mais moi j'ai trouvé son discours hyper powerful, et ça fait du bien en fait de voir, c'est seulement la 3e rappeuse à avoir ce titre-là avec Lauryn Hill et je sais plus qui d'autre. Il y a de plus en plus, je sens, d'artistes aussi noirs sur la scène, et enfin moi ça me fait du bien. Je pense qu'en grandissant, t'en parlais tout à l'heure Joe, j'en avais pas du tout, et du coup moi quand j'ai vu ces vidéos là par exemple d'enfants qui découvraient Ariel Noir, j'ai pleuré parce que en fait ça fait un vrai effet de on n'est pas du tout représenté à la télé en tant qu'enfant racisé. Et je me rappelle même que des fois je voyais des personnages noirs, je me faisais la réflexion, je me disais ah ouais, ok, c'est tellement rare que je me fais la réflexion quand ça arrive, quoi. On va faire une pause musicale et on va écouter l'artiste Ruby Ibarra. Mais je vais te laisser la présenter parce que tu l'affectionnes particulièrement. Oui, donc on écoute Ruby Ibarra, qui est une rappeuse, poétesse et productrice philippino-américaine, connue pour ses textes engagés qui apportent des thèmes tels que l'identité, l'immigration et l'expérience des femmes asiatiques aux États-Unis. Elle rappe en anglais, en tagalog et en waré, en mélangeant habilement hip-hop et influences culturelles philippines. Et en plus de sa carrière musicale, Ruby Ibarra est une fervente défenseuse des droits des immigrés et des communautés marginalisées. On écoute le morceau Bakunawa en featuring avec Wida, Han et June Millington dans leur live pour Tiny Desk. Woke up this morning, felt the sun. Let it kiss my skin, I thought I won. I braved the light and faced the dawn. Who have you become? Do you think you've grown? Nakatitig sila sa'kin, isang bolo sa kamay. Sa trono ko makain, sa gilid ko mga batay. Ako ang bakunawa, sa gubat naghintay. Yung inang kalikasan, ako ang hari at inay. Ako'y hinahanap na parang diamante. Pilipina na babae, hindi dalaga militante. Ako ang bakunawa, nakatira sa dilim. Akala mo nakatago, pansinin sa salamin. I was born with 2 tongues, so I carry 2 guns. Sharper than a Bali song blade in the sun. Stars in the sun, cause the moon phase 1. Got a rhythm like a monsoon, buggy with the drum. Sa loob ng chan, revolution that we won. Mano po sa manang ko, ba't hala babaylan? The fire in my lungs, got the funk since 91. Gabriela Nieves and Maria combine into one. I've been blue like the ocean, we outgrew where we moved. Point of view like I red till I'm white, that's the bluest. Blue like the moon, like the eyes and the bruises. Howl at the moon, watch it bloom when I rule this. Round like the bamboo roots that we grew with. Round like the womb, the cocoon of the movement. Bound to my doom, cause it looms like the spoon. Shoot you down like the moon, where the crown of the moon. Lumuhod kayo dyan, hoy, 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 hoy. Ako ang bakunawa. Lumuhod kayo dyan, hoy, 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 hoy. Ako ang bakunawa. Lumuhod kayo dyan, hoy, 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 hoy. Ako ang bakunawa. Lumuhod kayo dyan, 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 dyan. Can I break this cycle? I was told it's true. Rewrite
freedom, tell me what's your name? Do you know your story? Why do you feel that pain? I carry on my shoulders all the way from rain. Fall from the boundary, wash away the shame. I feel that earth, wind, fire living in my chest. So many moons ago, they thought they met my death. But I'm free from silence when I speak this prayer. I said I'm moving mountains when I speak my breath. So let me seek my home. Let me speak. Let me speak. I've been fearing darkness, not knowing I had to face the ones within. Letting the sun touch my skin in hopes that I'd win. Hands etched with sorrows deeper than the ocean's depths. History rooted in my people's death. This breath been enveloped, consumed, swallowed whole. On nights where one moon seems fleeting so. Even 7 moons don't illuminate like my soul. My rage, spoon feeder, moon eater, truth keeper. Naabay kahadlukan, wala diri. Bisaya ni, ang tila hait kaayot tanawani. Gikaunang bulan, revolution in me. Naana ang bakunawa, rebirth a new moon. De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Aujourd'hui, on parle du privilège blanc et de ses conséquences. Sur notre plateau, on accueille Laï du collectif Bambaritfa et Christian de l'association Dreams. Avant la pause musicale, on a défini le privilège blanc et on a parlé de ses impacts sur les personnes racisées. Moi, j'avais une question pour reprendre, c'est avez-vous déjà ressenti le besoin de modifier ou adapter votre façon de parler ou de vous habiller ou de vous comporter pour être accepté ? Oui, je pense que c'est complètement le cas pour pratiquement toutes les personnes racisées. Donc soit il y en a certaines qui vont essayer de surperformer en fait une forme de blanchité pour être acceptées. Donc il y a plein de méthodes là-dessus. Je pense que toutes les personnes racisées le connaissent. Tu vas avoir l'anti-cerne qui souvent est un peu plus clair, que tu vas faire descendre sur ton visage, etc. Et en fait, même pour les personnes qui n'ont pas envie de surperformer leur blanchité, en fait, il y a juste le fait qu'on a autour de nous que des inspirations, par exemple vestimentaires, de personnes blanches. Donc, dans tous les cas, en fait, on va, même en tant que personne racisée d'origine étrangère, s'habiller de manière occidentale parce que c'est la seule chose qu'on voit. Et qu'au-delà du fait que ce soit la seule chose qu'on voit, en fait, les vêtements, le maquillage, etc., qui vient de nos pays d'origine, il est soit considéré comme moche, soit considéré comme dangereux ou interdit. Je vois, moi, par exemple, je suis d'origine marocaine, j'ai jamais vu quelqu'un au lycée arriver avec une djellaba ou une abaya, et même si c'était le cas, en fait, on se ferait juste renvoyer à l'entrée du collège ou du lycée, parce que c'était le cas bien avant que ce soit légiféré et interdit. Faut le savoir aussi, les législations, elles viennent souvent appuyer des constats qui sont déjà là depuis longtemps, et c'est souvent juste un moyen pour les Blancs d'en parler, alors que nous, on vit ça depuis longtemps. Donc voilà, en fait, on se base de toute façon sur les inspi blanches. Je peux parler par exemple des cheveux lisses, où en fait, la plupart des personnes avec des cheveux crépus ou bouclés vont les lisser pour correspondre à en fait, ce qui est vu à la télévision, sur les réseaux sociaux, donc ce qui est considéré comme joli et valorisé. Et pour les hommes, on peut parler, notamment maghrébins, on peut parler de la barbe. En fait, les seuls hommes maghrébins qu'on voit avec une barbe très épaisse à la télévision, c'est des terroristes. Du coup, forcément, c'est pas l'image qu'on a envie de dégager. Et on le voit même sur des plateaux télé. Il y a eu un humoriste maghrébin il y a peu, j'ai oublié son prénom, qui a été renvoyé de son émission parce qu'il avait soi-disant une tenue de salafiste, alors que c'est un bonnet et une barbe. Donc on voit bien que en fait, quand on porte ce qu'on a envie de porter, en fait, on est considéré comme dangereux ou moche. Donc forcément, c'est pas des choses qui se font. Et il peut aussi avoir le fait de pas vouloir attirer l'attention plus que ça. Le fait de se conformer à la normalité, c'est beaucoup le cas chez les adolescents. Et puisque la normalité, elle est blanche, on va se conformer à ces façons-là de s'habiller, et aussi pour être pris au sérieux. Je vois, moi, dans le monde de l'entreprise, en fait, t'as une obligation à t'habiller de manière super conforme, et donc de façon super blanche.
Ouais, à cette question, je dirais que, ouais, pour avoir discuté avec plusieurs personnes, et là, j'en parlais encore quand je vous disais au fait que quand on reçoit des personnes, parfois, personnellement, moi, personnellement, je le dis bien, moi, j'ai jamais ressenti ce besoin. Si oui, j'ai toujours ressenti le besoin de parler comme un Béninois, comme un Sénégalais, de m'habiller comme, personnellement, parce que en fait, je pense que j'ai une identité que je dois représenter. Vous n'avez qu'à voir ma touffe. J'aime bien, je suis fier de ce que je suis. Mais il faut dire que c'est présent. Genre, je connais tellement de personnes qui ressentent ce besoin, même quand je vous dis parfois, quand on est au bout du téléphone, une personne, parce qu'à chaque fois que tu parles, vous dites quoi? Vous dites quoi? On ne comprend pas. Pourtant, vous parlez de façon très normale. Ouais, il y a des personnes qui ont, la plupart des personnes avec qui on travaille, mes collaborateurs au milieu associatif, parfois ils sentent ce besoin ardent, même du paraître que nous on appelle parfois entre nous le paraître pour faire plaisir, même le vestimentaire ou même la façon de parler, parce qu'au fait, se dit la personne que j'ai en face de moi, il faudrait que cette personne m'accepte. Donc, du coup, il faudrait que je change ma façon de parler, il faudrait que je change mon accoutrement et même ma touffe. Ouais, il est assez présent. Mais personnellement, moi, si jamais un jour j'ai ressenti ce besoin, c'était toujours pour ressembler à ce que je suis au fait. Ouais. Pas forcément pour faire plaisir à l'autre ou pour changer mon identité. Et à l'inverse, moi je trouve c'est du coup ça vient poser la question de l'appropriation culturelle, c'est quand du coup les personnes blanches vont aller choisir des éléments esthétiques dans d'autres cultures que la leur, et ben ça va être valorisé, ça va être ah c'est magnifique sur toi, c'est hyper cool, c'est branché, alors qu'en fait sur les personnes dont c'est issu de leur culture, bah, ça va être tout de suite discriminé ou être un facteur qu'on va leur reprocher en fait. Oui. Il y a un épisode de Kif Taras là-dessus, sur l'appropriation culturelle, où elles en parlent hyper bien. Et elles parlent notamment de la famille Kardashian. Donc avant ça, en fait, il y avait cette vision que ok, les femmes racisées qui ont des formes, c'était pas ok, c'était trop, elles étaient trop proéminentes, etc. Jusqu'à ce que la famille Kardashian arrive avec donc leur forme et puis la taille de guêpe, mais les grosses fesses, la grosse poitrine. Et à partir de là, c'est devenu en fait quelque chose de très beau, de désirable en fait. Et du coup, il y a ce truc, il y a un peu ce double standard de quand c'est une personne blanche qui porte un attrait physique ou oui, un attrait physique de personnes racisées, ça passe mieux d'un coup. Oui, et ça, au-delà de permettre à ces personnes-là d'accéder à la célébrité, etc., c'est quelque chose qui retombe très fort sur les populations concernées. Notamment, les personnes arabes subissent beaucoup d'hypersexualisation, de fétichisation, enfin, c'est ce qu'on appelle l'orientalisme. Et en fait, ça, des personnes comme les Kardashians viennent encore plus l'appuyer, parce qu'on va encore plus être fétichisé, encore plus être érotisé, alors que, en fait, c'est les corps avec lesquels on est né naturellement. Donc, c'est au-delà de bénéficier d'un privilège, faut vraiment se rendre compte que ça, en fait, ça joue en la défaveur de plein de gens. Oui. Voilà, la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Je dis pas ça pour l'attention. Mais... Bref, non, je me suis offert un massage pour l'occasion. Et du coup, donc je vais voir la masseuse et elle me demande quelle partie du corps j'ai envie qu'elle masse. Et elle me demande si elle peut me masser le visage et les cheveux. Et je dis oui, pourquoi pas. Et là, elle était là, waouh, super. Oh, j'adore masser les cheveux texturés. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est une texture. J'étais là, je me suis décomposée sur mon canapé. Je me suis dit, oh non, la petite fétichisation là. J'avais trop la flemme. Ah ouais, c'est too much. Oui. On arrive à la fin de cette première partie. Jusqu'à présent, on a parlé du privilège blanc et de ses impacts sur les personnes racisées. On a abordé la question des représentations et de la suradaptation des personnes racisées pour se blanchir. Dans la deuxième partie, on parlera du système blanc et de comment il s'insère très concrètement dans nos quotidiens. Et on donnera des tips pour être de meilleurs alliés antiracistes. Merci pour votre écoute, un grand merci à Claire, à la régie, et merci à Canal Sud pour cette belle opportunité de venir vous conter nos vérités. On se quitte en musique avec un extrait d'un morceau de Kolinga. Kolinga est une artiste française d'origine congolaise, dont la musique mélange habilement des influences afro, pop et électro. Elle aborde des thèmes variés, souvent liés à l'identité, la liberté et l'émancipation. On écoute le morceau Congo.
jeté dans les eaux. Un peu malgré moi, l'appel est si fort que je me perds un peu parfois qui on est, où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut et arrache tous mes masques. À nu je me jette à l'eau. Quel rôle m'offres-tu? Quel enfant suis-je pour toi? Le sage ou le têtu? Celui qui t'aime, en tout cas te l'ai, je dis, le sais-tu? Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais danser. Congo, avec toi j'aimerais avancer vers des jours